Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy. L'avant-dernier avant le vote, débat d'orientation budgétaire qui aura lieu donc au mois de décembre, je vais y arriver. Donc on sera aux alentours du 17 décembre de mémoire, le DOB. En attendant, on va passer aux questions du public, mais je voulais juste répondre aux questions qu'on a eues lors du dernier conseil fin octobre. Donc il y avait M. Cotin et M. Soudan qui nous avaient fait part d'un accrochage avec un véhicule de la commune. Donc le nécessaire a été fait. Ils ont pris attache avec vous et je crois qu'il y avait une histoire d'assurance également. Monsieur Boissat, vous avez parlé des véhicules qui étaient stationnés au cimetière de Chède, des véhicules de taxi. Donc effectivement, on a constaté qu'ils étaient là. Alors, ils sont là moins de 7 jours, mais on a vu que l'arrêté n'était pas tout à fait adapté. Donc on a modifié l'arrêté, où c'est en cours de modification et on limite. Ils y sont toujours. Hein. Et avec le nouvel arrêté qui est en cours, on modifie la durée, ça sera 24 heures max normalement. Et c'est une société de taxi qui ne doit pas être en plus basée sur la commune comme il se doit. Et puis M. Costa, qui n'est pas là ce soir, il nous avait parlé du registre d'enquête publique par rapport à la modification du PLU, par rapport à l'apparition ou non des noms. Bon, il y a une explication du commissaire enquêteur. Donc, d'une manière générale, ils indiquent le nom des contributeurs, notamment quand c'est par voie électronique. Dans certains cas, le nom n'apparaît pas lorsqu'il y a beaucoup de contributions. Et c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois, c'est qu'on regroupe les contributions qui sont à peu près sur les mêmes thèmes pour faire une seule réponse. Mais ce n'était pas le cas à Passy. Les contributions par Internet peuvent également être anonymes. Par contre, là où ils sont vigilants, c'est par rapport à l'adresse IP d'un ordinateur. Il faut savoir que l'adresse IP, c'est la carte d'identité d'un ordinateur. Et quand des fois, il y a des mécanismes volontaires d'abreuver avec un grand nombre de mails, pas que sur les enquêtes publiques, ça leur permet de se rendre compte qu'il y ait un seul ordinateur qui a fait X contributions. Voilà, donc c'est ce qu'ils regardent. Ils sont assez sensibles à ça. Et ils ne veulent pas tomber, voilà, il ne faut pas que les gens croient que c'est un référendum où plus il y aura de messages, plus il y aura de contributions, plus ça poussera la décision du commissaire enquêteur dans une voie ou une autre. Voilà, donc les données personnelles n'apparaissent pas durant la phase active de la consultation lorsque c'est sur site dématérialisé, à moins que les personnes veuillent le faire apparaître. Voilà. Donc c'était le commissaire enquêteur, c'était Michel Messin qui s'est occupé de la modif du PLU. Tiens, je vous donne ça. Merci. Alors, on va passer aux questions du public, la lumière citoyenne. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y en a. Il y a du monde dans l'Assemblée ce soir. Allez, il se dévoue, monsieur Boissoff. Tout au début de votre mandat, je vous avais posé une question sur les abribus. Ouais. Sur les banquettes dans les abribus. Parce qu'au mois de septembre, j'ai encore vu un retraité qui était assis sur le trottoir. Alors qu'à Saint-Gervais, Salanches, Chamonix, tous les abribus ont une banquette, sauf celle de Passy. Ouais. Alors le choix qui avait été fait à l'époque pour l'installation de ces abribus qui sont d'ancienne génération, et notamment au plateau d'Assy, le choix avait été fait par les élus de l'époque de ne pas mettre de sièges. Nous, et je vous avais répondu ça, c'est qu'on voulait modifier effectivement d'installer des sièges. La personne qui a été missionnée là-dessus est restée pas assez longtemps à la commune et a quitté son poste. Et ce dossier n'a pas avancé. Je ne peux pas vous dire mieux. Et il y a même des nouveaux abribus qu'on souhaite installer, notamment à côté des Prémoulins, à côté de la rue de la Centrale, où on a déplacé l'arrêt, mais il n'y a pas d'abri. Et cet arrêt, il est vachement utilisé. Donc ça fait partie des missions de Sophie sur lesquelles on l'a porté, en sachant qu'il y a des demandes de subventions à faire avec la région, parce qu'il y a un gros financement en région. Mais c'est noté, c'est une problématique, il faut qu'on la résolve. Ça fait déjà 5 ans bientôt. Ouais, mais des fois, je suis bien d'accord avec vous. Je ne vous dis pas que c'est bien, je vous dis qu'on est en tort. Ouais, je peux pas. C'est un dossier qui n'a pas été bien porté, donc j'espère que maintenant il sera bien porté. Une autre question sur la rue des Prémoulins. Oui. La deuxième chicane, où il n'y a aucun éclairage, quand on revient la nuit, parce que vous étiez avec moi à un repas la semaine passée, quand il y a légèrement la brume, c'est pas ces tout petits clignotants que ça va suffire. Sur les autres chicanes, il y a une lampe. Là, il y a une lampe sur les autres chicanes, ça ne me dit rien. Oui, sur l'autre, il y a un éclairage qui est pas loin, qui est à Ah oui, il y a un candélabre. Il y a un candélabre. Sur celui qui est du côté à Moret, il n'y a rien du tout, c'est que dalle. Ouais. Mais par contre, il y a des panneaux réfléchissants dessus, normalement.
mais c'est pas un éclairage. Ouais, mais quand il y a une brume, tout ça, c'est pas évident. Hein. Ouais. Bon, faut rouler à 50 aussi, hein, ça va mieux. mieux. Bah, je roule à 50. À cet endroit-là, c'est 50. Bon. Je sais pas si on peut faire quelque chose de plus, franchement. Hein. Par contre, les petits flashs, quand même, ça marche pas trop mal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à rue de la Freille? Qu'est-ce qu'on a mis comme, je peux être grossier, comme merde sur la route? À chaque fois, il y a un trou, on le bouche avec de la terre. 3 jours après, avec la pluie, il y a encore les trous, tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Rue de la Freille, le long de l'usine. Moi, j'ai rien vu. Hein. Mais faut y passer. Ouais, bah, c'est pas mon secteur hein, tout le temps. Donc, bon, on regarde. Oui, effectivement, c'est pas avec de la terre. Et puis là, comme il a beaucoup plu. Ouais, c'est pas avec la terre qu'on va boucher des trous. Hein. On est d'accord. Une dernière, ça fait 4 fois que je vous interpelle au sujet d'Évariste Astori. Hier soir, son bâtiment a encore été placardé par des œufs. Oui, on l'a dit. Ouais. Oui. Et la gendarmerie est venue ce matin. D'accord. Il va déposer plainte. J'espère que vous allez soutenir sa plainte qu'il va déposer demain à Salanches. Parce que c'est inadmissible. Hein? Voilà, pour faire le dos d'âne qu'on a fait tout de suite pour eux devant, c'est bon. Mais pour Évariste Astori, vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant. Ouais, mais attendez. Mais la police municipale, vous êtes quand même le chef de la commune. Hein, vous êtes quand même le chef de la police de la commune. Vous faites intervenir la police municipale qui cherche. C'est pas possible. 5 fois qu'il se fait canarder avec des œufs. Et vous croyez que ceux qui font ça, ils font ça en plein jour et puis qu'ils annoncent... Oui, mais bon. Alors, mais on intervient, on les vire s'ils ne sont pas contents, ces gens-là. Mais déjà, bah, si vous savez, s'il y a des noms, il faut déjà en faire part aux gendarmes par rapport au dépôt. J'étais avec les gendarmes ce matin, chez Évariste. Et puis M. Astori l'a demandé à ce que vous passiez le voir. J'irai le voir. Il faudra prendre rendez-vous et puis vous allez le voir. Bah, parce qu'il a quand même une femme lourdement handicapée. Hein? Alors si c'est pour se faire agacer sans arrêt par des salopards, pour moi, non, on arrête là. Alors, premièrement, ce que je vous ai dit la dernière fois, s'il a fait appel aux gendarmes, c'est la bonne solution parce que le soir... Il a fait le 17. Ouais, la PM, ils ne sont pas en service le soir, je suis désolé. Et aussi pour aider les gendarmes, et notamment sur les problèmes qu'on a à Chelles, parce qu'on en a d'autres, on a décidé de faire des patrouilles communes avec eux le soir. Voilà, donc il y a un agent de police municipale on va se doubler avec eux, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des choses même plus graves, malheureusement. Donc on a vu avec les gendarmes il y a 2 semaines. Il y a eu des trucs, il y a une opération par rapport à la drogue au niveau du lycée, donc on est dessus, et pas qu'avec les gendarmes. Voilà. Donc par rapport à ça, moi je veux bien aller le voir, le monsieur, j'ai pas eu de message en ce sens-là, donc il n'y a pas de souci, on prendra contact avec lui. Mais c'est pas la commune qui est fautive. Hein, il y a des incivilités. Là, c'est la 5e fois que c'est insupportable, je peux pas vous dire, je suis d'accord avec vous, c'est insupportable, mais là, même si le pouvoir de police il est au maire, le maire c'est pas Superman. Donc, si, c'est Superman. Bah, j'aimerais bien. C'est le chef de la police, le maire. J'aimerais bien. Je vous remercie pour le compliment. Bon, pas de souci. Et surtout, M. Astori, c'est une personne qui est facilement abordable, qui aide toutes les personnes âgées. Si demain, une personne âgée est malade ou quoi que ce soit, il va faire les courses pour elle. Il aide toutes les personnes âgées. Mais ça ne remet pas en cause quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Alors, et puis sur le ralentisseur, pour répondre au ralentisseur qu'on a mis avenue de l'aérodrome, on a eu beaucoup depuis quasiment 2 ans, depuis l'inauguration du bâtiment, des gens qui nous faisaient part de problèmes de vitesse. Donc on a mis les radars pédagogiques à plusieurs reprises. Effectivement, les moyennes de vitesse sont au-delà de ce qui était autorisé jusque-là. On a eu des pétitions, on a rencontré des gens, et puis au milieu d'année, Sophie était déjà là, quelqu'un nous a interpellés, il nous a montré des photos, il y avait encore des traces de freinage devant le passage protégé, il nous a dit, là les gamins ils ont failli se faire shooter. Bon, donc on en a testé, on était avec la PM, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un ralentisseur à cet endroit-là. Quand on arrive de l'abbaye, ça marque l'entrée de la zone vraiment urbaine, donc jusque là la vitesse est à 50, après elle passe à 30, on a mis un radar pédagogique d'ailleurs qui n'est pas branché encore. Une réparation à faire. Bon, d'accord. Pour vraiment sensibiliser les gens. Moi, j'y passe souvent. Je roule en dessous de la vitesse et on est vite talonné par des gens. Hein. Donc, c'est clair que c'est une zone dangereuse. Il y a 62 logements et moi, je ne veux pas attendre qu'on ait encore un drame à cause d'une problématique d'accident
pour se dire, bah, tiens, si on avait su, on aurait fait ça. Voilà. Donc on a fait ce ralentisseur en prévenant les gens que ça allait les impacter, parce que ça fait du bruit. Mais bon, il y a malheureusement, si 100% des automobilistes respectaient la vitesse, on n'en serait pas là. Ce n'est pas la majorité qui ne respecte pas la vitesse, mais il y en a un bon tiers, je crois que c'est même 44%, un peu plus d'un tiers, qui est largement au-dessus. Voilà. Donc il faut se raisonner, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pour le riverain, j'irai le voir, il n'y a pas de problème. Et la petite place en terre battue qui est devant Super U, oui. C'est la catastrophe. Là. Oui, mais elle n'est pas à nous. Il y a tous les dépôts, des canettes, il y a tout. Alors, l'espace qui est à Super U, sous le précédent mandat, avait été vendu à un promoteur immobilier, et puis finalement le promoteur n'a pas fait son projet, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Et dans le cadre de l'extension et de la modernisation de Super U, on avait vu avec le propriétaire de Super U, il souhaitait racheter cette parcelle, donc il a racheté cette parcelle en plus cher que ce que l'autre l'avait payé. Mais lui, ça va lui permettre de déplacer les pompes à essence, elles seront de ce côté-là, modifier le drive de Super U qui sera à la place des pompes à essence actuellement. Donc tout ça, ça va être remanié. Le dépôt, le permis a été déposé. Il y a des délais administratifs obligatoires en termes de recours des tiers pendant 2 mois. Mais en tout cas, tout ça, ça va l'année prochaine, ça va partir en travaux. Et il y a des voitures ventouses dont on s'est occupé. Et puis c'est la poubelle complète. Ouais, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas très propre, on est d'accord. Bon, d'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur Veillet. Bon, moi, je vais commencer par le parking du plateau d'Assy vers l'église. Oui, place Taubé. Vous avez vu dans l'état qu'il est? Le parking de Taubé ou le parvis de l'église? Devant l'église du plateau. Parvis de l'église, oui. Il y a des trous comme ça. Ouais. Voilà, ils sont sous la neige. C'est pas digne d'un parking devant un monument qui est classé. Tout à fait d'accord avec vous. Vous savez à qui il appartient le parking? Il n'appartient pas à la commune. Non, il appartient au diocèse. Donc aujourd'hui, la commune fait le fleurissement, fait le déneigement. On ne devrait pas le faire. Il ne faut pas faire le fleurissement sur un parking dans un état comme ça. L'été, on met des bacs à fleurs parce que c'est pas très qualitatif. Pour cacher la merde au chat. Ça, c'est une manière de voir les choses. Ah ben si. Et donc, avec le diocèse, il y a des discussions aujourd'hui avec le département de la Haute-Savoie, notamment pour l'ensemble du bâti. Et la commune elle a dit qu'on serait candidat, et j'ai renouvelé le souhait auprès de l'évêque, de récupérer la gestion de ce parvis-là pour en faire autre chose. Donc l'évêque était plutôt d'accord. Après, il y a des procédures administratives et juridiques qui sont très compliquées à cause de la séparation de l'Église et de l'État, de la loi de 1905, donc ça ne se fait pas en un tour de main, mais en tout cas, les discussions sont en cours depuis un petit moment. On est allé sur place avec Delphine Chatrian par une très belle journée d'octobre pour discuter de la globalité des propriétés du diocèse, mais aujourd'hui, c'est au diocèse. C'est un terrain qui avait été donné par des privés du plateau au diocèse pour construire l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Voilà. Mais donc, il n'appartient pas à la commune. Mais on fait l'entretien de manière empirique. Voilà. Et puis là, avec les moyennes de neige qu'il y a là-haut, c'est pas maintenant qu'on va boucher les trous. Mais bon, on verra ça au printemps. Hein, ils n'ont pas été bouchés de l'année. Ouais. Non, mais il n'est pas en super état, mais on va pas refaire le tapis là-haut. Tant qu'on n'est pas chez nous, on va pas faire. Il n'est pas en super état, il est en très mauvais état. Certes. Oui, oui. Donc voilà, je vous dis, le but c'est de l'améliorer. Oui, mais on n'est pas chez nous. D'accord. Comme le chemin de la Rare, c'était dans un état lamentable, mais on n'était pas chez nous. Donc on a fait une aliénation d'office du chemin de la Rare à Chède, avec une procédure légale. On l'a rentré dans le domaine public de la commune. On a refait tous les réseaux, tout en concertation avec les riverains. Aujourd'hui, c'est propre. C'est quasiment 1 million d'euros de travaux. Mais on gère mieux les eaux pluviales, on gère mieux tout ce qui est assainissement. On fait le déneigement comme on faisait déjà avant. On a fait une aire de retournement. Il y a une famille qui est bien connue qui nous a cédé un peu de terrain pour faire un rond-point. On a mis une pompe de relevage. On a fait l'éclairage comme voulaient les riverains. Et aujourd'hui, c'est terminé. Et on a amélioré la sortie. Mais avant, on n'était pas chez nous. Donc, tant qu'on n'est pas chez nous, on ne peut pas faire les travaux. Autre question, monsieur Veillet? Ouais. On attend toujours le stop et puis le marquage sur la route en bas. En bas où? Ben chez nous. Qui devait être fait. Le marquage au sol. Oui, la route des Chavants. Oui, j'ai compris. Ouais. Le 30, il est bien fait là-bas, le 30 km/h. Ah, c'est le stop de la sortie d'en haut. Le stop qu'on avait demandé. Oui, exact. Oui. Oui.
S'il faut 6 mois pour marquer un stop sur la route, et ben. Ouais, enfin, il y en a pas on n'a pas qu'un à faire quand même. Mais oui, mais il faut attendre toujours 6 mois pour avoir quelque chose. Ah, c'est quand même triste, hein. Bah, ça tombe bien 5 ans. Voilà. Et on attend toujours la pancarte aussi, du lieu. Du Du lieu. Non, on a dit, hein, on a dit qu'on mettait pas de pente. Il a dit qu'il y en avait une de l'autre côté. Mais nous, on est à l'île ouest, on n'est pas à l'île côté de la Ramoire. Les panneaux de Hamon, on les a tous posés. Je crois pas que c'était prévu d'en mettre. Hein. Nous, on a oublié. Puis on fait exprès en plus. C'est sûr. C'est sûr. Après, on n'avait pas prévu de mettre de panneaux de Hamon de mémoire. Non, mais par contre, le stop, j'ai dit qu'on le ferait. Donc ça, c'est pas normal si ça n'a pas été fait d'empreinte de peinture. Puis là, vu comme c'est parti là, la peinture, c'est peut-être. Faut pas y faire maintenant, que ça gèle. C'est pareil, ça tendra ce printemps, puis ce printemps, faudra y redire. Chavouan et un poil de la Bouesna, c'est vers Quechua là-bas, on en reparlera. Ok, ensuite. Après, moi, chemin de. C'est une demi-heure les questions citoyennes, hein. Je vois que le temps passe. On s'en moque. Je veux dire, chemin des Fenils, vous avez passé la fibre optique. Dans la plaine? Oui. Ça me dit Les rien. propriétaires ont reçu des avis. Ah, ils ont reçu des courriers du CIAN. C'est pas nous qui faisons, c'est le CIAN qui gère ça. Hein. Non, mais de quel droit ils passent par des servitudes agricoles? S'ils le font... Et puis ça va servir à quoi, ça? Non, là, c'est les propriétaires des granges dans la plaine qui ont reçu? Oui. Ok. Des terrains? Ouais. Je sais pas. Eh ben, c'est bien, vous n'êtes pas au courant. Non, bon, c'est le CIAN qui gère chacun son boulot. Ouais. Hein. Quand le CIAN passe sur le domaine public, comme vous suivez bien les conseils municipaux, vous savez qu'on vote des servitudes. Là, sur le chemin c'est le chemin qui est au milieu de la plaine, le chemin des Fenils. Il faut peut-être des courriers pour demander le passage. Je sais pas. Ils vous disent quoi dans le courrier? Ils vous demandent le droit de passage ou ils demandent de vous laisser savoir qu'ils veulent passer pour mettre la fibre optique. Alors je vois pas, je sais pas où c'est qu'ils veulent l'emmener la fibre optique. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Bon, bizarre. Faut voir avec Christian Guidi, c'est lui qui suit le schéma. Ouais. Parce que qui c'est qui paye là? C'est nous qu'on paye. Eh ben alors justement. Non mais nous tous. Ah ben nous tous, oui. Il y a le département. Donc faut pas faire n'importe quelle connerie. Puis on est bien par des servitudes agricoles, c'est non. Parce que ça devient une route après. Il y a d'autres priorités. On a déjà assez des routes comme ça. Il y a d'autres priorités de secteur sur la fibre. Il y a autre chose à faire que de faire des conneries pareilles. Notamment à Chède. Voilà. On passera le message au président du CIAN, agriculteur de son État également. Eh ben dis donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Bonjour. S'il vous plaît. Je viens vous voir par rapport au camping des îles. Ouais. Voilà. Je suis usager résident, pour dire le bon mot. Nous avons donc changé d'opérateur au 1er novembre. Nous avons eu une présentation en vidéo avec le repreneur qui s'appelle Flower Camping. Ouais. La présentation de notre contrat, je parle bien du contrat pour les usagers résidents. D'accord. Ouais. Je ne parle pas du contrat entre vous et l'opérateur. Je parle vraiment du contrat qui est entre Flower Camping et nous, ouais. qui doit être validé normalement par la mairie. Je voudrais savoir si, dans quel état d'avancement on est au niveau de ce contrat, puisqu'aujourd'hui on n'a pas d'informations papier, on a eu juste cette vidéo avec eux. Ça, c'était ma première question. Est-ce qu'il est validé ou pas? Monsieur Cara, moi j'ai rien vu passer. Hein. Il est là, Monsieur Cara, pardon. Non, on n'a pas eu de proposition de leur part encore à ce jour. Et dans ce fait-là, je viens plus en rôle d'informateur qu'autre chose, ouais. Puisque bon, j'ai participé aussi à l'appel d'offres. Donc, vous connaissez bien le dossier. Ouais. Voilà. Ce qui nous a été présenté, et surtout vis-à-vis du leitmotiv, un des leitmotifs qui était dans la DSP, c'était de pouvoir offrir des lits chauds, que ce soit aux travailleurs temporaires, que ce soit aux touristes, que ce soit à la localité. Aujourd'hui, ce qui nous prépare, ça va à l'encontre de ça, puisque les sous-locations ne seront possible que de avril à fin octobre. Sachant que sur Omer, on pouvait proposer des locations de décembre à octobre. Ouais. Bon, donc, je vois pas le problème avec les lits chauds. Les lits chauds, si on est fermé, il n'y a plus de lits chauds. Ouais, mais non, c'est pas une question de fermeture. C'est plus il y a ce qu'il faut, c'est de la rotation. Donc je ne vois pas la problématique. Et en plus, eux, dans le cahier des charges, et c'est ce qui a été mis en avant dans leur réponse, c'était de travailler aussi l'hiver, aussi et surtout l'hiver. Il est fermé. Ouais.
Il est entièrement fermé. Mais là, on est en période de fermeture pour le moment sur le camping. Là. Il va ouvrir le 15 décembre et on a l'interdiction du 15 décembre au 1er avril de faire des sous-locations. Ah, des sous-locations. C'est pas les résidents. Non, c'est pour les. Je parle de l'offre des lits chauds. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les travailleurs saisonniers, par exemple, il va falloir qu'ils se débrouillent par d'autres moyens que de faire. Oui, mais théoriquement, le camping, il n'est pas fait pour les travailleurs saisonniers. Hein. Quand vous parlez de lit chaud, le travailleur saisonnier, c'est pas du lit chaud. Le lit chaud, c'est l'exemple type du lit chaud, c'est l'hôtel. Il y a de la clientèle touristique qui vient et ça tourne régulièrement avec des bons taux de remplissage. À partir du moment où les gens s'installent sur du long terme, c'est plus du lit chaud. Alors, le lit chaud, qu'on se comprenne bien, il y a plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de clients. Il y a le touriste qui peut venir pour une nuit, un week-end, une semaine, mais il y a aussi des travailleurs donc, qui sont sur des missions, qui viennent 2-3 jours aussi. Ce sont aussi des lits chauds. D'accord. Ça, ce que je veux dire, c'est que sous la forme actuelle de ce qui va nous être proposé, puisqu'on en a eu quand même une visio avec ça, ça sera complètement interdit. La deuxième chose, c'est que même d'avril à octobre, les conditions qu'ils vont nous proposer, de toute façon, ne permettent pas de faire de la sous-location puisqu'ils nous prennent tous les revenus, si vous voulez. Donc aujourd'hui, nous, on a des mobil-homes qui sont tous en bon état puisqu'ils sont encore là. On n'aura pas l'opportunité donc de pouvoir ne serait-ce que diminuer les charges, d'accord. Et on rajoute à ça quelque chose dans lequel on avait discuté, c'était la vétusté des mobil-homes, sur lesquels le cahier des charges initial avait été fait pour une vétusté maximum de 15 ans sur les mobil-homes, sur lesquels on avait discuté, et effectivement, c'était le cahier des charges initial de la DSP, mais on avait pu trouver un accord pour que les résidents, étant donné que leur mobil-home étant en bon état, soit suivi, soit révisé et soit audité tous les ans, on pouvait espérer pouvoir utiliser nos mobil-homes plus longtemps. L'exemple type, c'est que quelqu'un qui a investi 20 000 euros il y a 2 ans dans le mobil-home, aujourd'hui, Flower nous dit carrément, dans 2 ans, tu le donnes à un broker et tu te débrouilles. Alors, je sais que la DSP n'est pas faite pour avoir des résidents. Attention, là-dessus, il faut être clair. Hein. Je ne suis pas là pour dire les résidents, on a tous raison. C'est pas ça que je veux dire. Mais si on accepte les résidents, donnez-nous au moins la possibilité d'avoir un contrat qui soit digne de ce nom. Aujourd'hui, on est traité, on n'a pas le dossier, on n'a pas le papier, donc on ne peut pas le jurer, mais je préfère venir vous voir avant que le contrat soit validé de votre part, parce qu'aujourd'hui, on est 80 propriétaires en panique totale. Sachant qu'en plus, les contrats, on ne les a toujours pas. On aurait pu vendre à Omer, on aurait pu faire des choses pendant la procédure qui a été rallongée. Je ne mets pas ça en cause, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on nous met sur un pilori. Et voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir Moi, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments tangibles, donc je ne peux pas vous répondre là. Alain, sur les durées d'amortissement. Mets le micro, s'il te plaît. Sur les durées, effectivement, par rapport au délai d'amortissement et puis l'état des mobil-homes, ça avait été discuté. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas eu de contrat de leur part. Non, on n'a pas été destinataire de... On regardera quand on aura ça. Il faut les relancer, M. Carra, on verra ce qu'il en est. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est qu'un point, mais vous le savez aussi, mais on est pratiquement, on va dire, au 1er décembre. On n'a toujours pas de contrat. On est sans contrat, on est sans interlocuteur. Flower ne nous répond pas spécialement. Alors, il y a un directeur de camping, de site qui a bien été embauché, on l'a rencontré, nous. Oui, mais on n'a pas accès. Donc, voilà. Il n'est pas sur site ? Je ne sais pas, mais on n'a pas accès. Lui, il quittait un camping pour arriver là. Hein. Donc, de toute façon, la réouverture, elle est faite pour le 15 décembre. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans un flou total. Si on n'accepte pas le contrat, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il va nous rester 2 semaines pour réagir ? C'est pas comme ça qu'on trouve un autre endroit pour le prendre, un transport, un truc. Enfin voilà, on est... Ouais, après, il faut quand même bien faire la part des choses. Vous êtes dans une activité commerciale au sein du camping. Hein. Donc là, ça, c'est des éléments qui sont, en termes par rapport à votre modèle économique, qui vont forcément peut-être évoluer par rapport aux nouveaux gestionnaires du camping. Alors, pour résumer les choses, vous faites du commerce sur du commerce déjà. Donc, c'est pas illogique qu'il y ait une modification des conditions. Après, aujourd'hui, excusez-moi, je mets une précision. Je ne viens pas en tant que moi, ma propre personne. Non, mais je viens aussi porter la voix des 80 propriétaires qu'on est, des personnes comme moi. Alors, je viens plus parce qu'effectivement, la DSP, je l'ai suivi de A à Z. Donc, je viens plus pour parler de tout ce qui se passe. Je ne parle pas de mon cas particulier.
Moi, si on me dit demain je pars, le mobil-home, je pars. Mais j'ai aussi 70 propriétaires derrière, puisque 80 mobil-homes, c'est pas, ils en ont plusieurs, certains, qui sont dans l'expectative la plus totale. D'accord ? Non, mais bon, on va relancer Flower pour savoir où ça en est, cette histoire de contrat. Et puis avec ce que vous venez de dire là, on va regarder par rapport à la DSP, parce que faut qu'aussi, il reste dans le cadre de la DSP. Bon, ça démarre, c'est tout neuf. J'ose imaginer quand même qu'ils vont faire un petit peu attention quand même. Voilà. Ok, bon, c'est noté. Merci. Allez, il restait une question, monsieur. Monsieur Marais. Monsieur le maire, je voudrais parler de sécurité au niveau des poteaux incendie. Oui. J'ai eu le cas devant chez moi, un poteau incendie qui était endommagé, c'est-à-dire le capot il s'est enlevé. Bon, j'ai fait le signalement sur le site de la mairie, ils sont venus le changer, mais quand ils sont venus le changer, on a découvert qu'en fin de compte, le poteau ne fonctionnait pas. Et je voudrais savoir quelle est la... Parce qu'avant, on sait très bien que c'était les Conti qui s'en occupaient, maintenant c'est à la charge de la municipalité. Quelle est la fréquence de vérification de ces poteaux incendies? Parce que je me suis dit, si jamais il y avait un incendie à notre niveau, les pompiers arrivent, se branchent, en fin de compte, il n'y avait pas d'eau. Bon, je n'ai pas la date de contrôle exacte, mais ils le font régulièrement, notamment quand on fait des travaux à proximité. Il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, justement. Donc voilà. Alors, c'est quoi l'adresse là? C'est à la place de la Guesna. Ah bah c'est tous de la Guesna, décidément. Ouais. Bon, on verra avec Gouven. Le but c'est que c'était effectivement détecté. Mais bon, ça c'est des choses qu'on regarde régulièrement. Notamment c'est lié à la pression sur les réseaux. J'en ai parlé avec le responsable du service des eaux il n'y a pas très longtemps. Voilà. Bon, donc on vous donnera une réponse sur le cycle de contrôle la prochaine fois. Mais en tout cas, je sais que c'est des choses qui sont... Il y en a un paquet sur Passy, c'est toujours pareil. La commune est très étendue. Bon. Chez Escoffier, l'incendie chez Escoffier, ils ont été un peu égratignés par rapport à la déchetterie pro à l'abbaye du côté de la gare du Fayet. Les deux communes, Passy et Saint-Gervais, on est en limite là. Et Escoffier avait fait sa déchetterie dans d'anciens locaux SNCF. Bon. Ça a brûlé cet été. Et là, ils se sont fait un peu accrocher par les services de l'État par rapport aux capacités de défense incendie. Bon. Interne. Voilà. Donc oui, il faut être vigilant là-dessus. Lors du dernier conseil municipal, en question du public, j'avais évoqué avec vous le sujet de la construction sur le site des hôtels. Oui. Vous aviez une réunion qui suivait. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui. Aujourd'hui, l'opérateur, ce que je vous expliquais l'autre fois, c'est que les hôtels, dans ce type de construction, il y a un promoteur qui s'occupe du bâti et puis après, il y a un exploitant. L'exploitant a fait faux bond au dernier moment avant de signer le compromis de vente. Donc l'opérateur du bâti, le promoteur, il nous a demandé l'autorisation de trouver un autre exploitant et de savoir si ça nous convenait. Donc on les a vus. C'est un exploitant de dimension nationale, internationale, avec un concept qui est même plus intéressant parce que dans l'hôtel qui était prévu pour être en 3 étoiles, il y aura un restaurant, ce qui n'était pas prévu sur le précédent projet. C'est une marque française qui est en plein repositionnement en termes d'offres. C'est plutôt pas mal et surtout l'idée c'est de garder les bâtiments comme on les a validés au permis de construire qui aujourd'hui est purgé de tout recours. C'est ce qu'on vous a dit l'autre fois. On n'a pas perdu de temps que ça parce que les permis sont purgés depuis 6 mois. Voilà, aujourd'hui les notaires sont sur le dossier et on doit signer un compromis de vente avant la fin de l'année. On signera le compromis pour les mêmes sommes qu'on avait prévues à l'époque et on aura donc un meilleur projet. Allez, les 19h30 exactement, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. J'atteste que l'envoi des documents inhérents au bon déroulement de ce conseil ont été faits dans le respect en termes de délai et la publicité également. Je voulais simplement, s'il vous plaît, adresser les condoléances de la municipalité aux familles récemment endeuillées. Donc, au mois d'octobre, il s'agissait de Denis Nicolas et puis de Bernard Bibolet également. Donc, un ancien agent de la commune de Passy. Donc, je voulais dire un petit mot quand même parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à Passy, qui était au service des eaux, 43 ans de service. Il a terminé en évoluant, il a évolué en termes de trajectoire professionnelle, parce qu'il a fini conducteur de travaux. Et puis on en parlait tout à l'heure avec la défense incendie, mais c'est quand même un service qui est extrêmement important pour l'eau et l'assainissement sur notre commune. Et puis Bernard Bibolet s'est occupé longtemps du déneigement, on en parlait aussi tout à l'heure. À une époque, on avait plus de neige que maintenant, sauf là ce début de saison qui s'annonce plutôt bien. Ça serait bien que ça continue comme ça. Donc c'est quelqu'un qui faisait partie de ceux qui restaient jusqu'au bout et qui déneigeaient tant que la neige tombait. Alors, donc la réglementation peut-être en termes
d'heures de travail n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que maintenant. En tout cas, voilà, donc on voulait faire part de notre soutien à sa famille récemment endeuillée par rapport au décès de Bernard Bibolet, donc un ancien agent de la commune. Également en termes de décès, au mois de novembre, monsieur Jean-Pierre Babaz, René Ancet, donc veuve Ferrez, et puis Régis Long récemment. Au niveau des naissances, avec les autorisations des parents, on en a seulement 2, Gabriel Tonin et puis Nico Benant. Le secrétaire de séance, c'est Jean Fontaine, comme hier soir à la Comcom, ça te va? Et puis, je vais faire l'appel des élus. On a quelques procurations ce soir. Donc, Christelle Rebec est absente, qui me donne pouvoir. Jean Fontaine, Céline Sicoli, qui donne pouvoir à Belguin Settine, qui est là. Alain Roger, qui a failli pas être là. Ouais, ça va pas être long, Alain. Garde des forces pour le DOB. Dawa Jean-Yves Demelin. Présent. Delphine Chatrian. Clément Valentin donne pouvoir à Patrick Amadei. Vanessa Tournier. André Timjo. Jean-Pierre Morin. Rémi Klein, qui est venu les mains pleines. Aurélie Le Navenant. Tu as eu raison de venir, c'est le bon moment. Maurice Sadzo. Annette Bordon. Gaël Armand, absente, donne pouvoir à Maurice Sadzo. Anne-Marie Fontaine. Patrick Amadei dit Patrick Roger. Véronique Vizet. Ludovic Pichon, c'est ton disciple. Ludovic Pichon. Liliane Duval, absente excusée, donne pouvoir à Annette Bordon. Taoufik Douce donne pouvoir à Jean-Yves Demelin. Lisa Grosset. Pauline Thériaz. René Trachet-Giquel avec son sac à paillettes. Bruno Valentin, absent, donne pouvoir à Alain Roger. Patrice Atruse. Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet. Et Jacques Sartelet, qui est toujours là. Très bien, merci. Alors, on va démarrer par le premier point à l'ordre du jour. C'est la délibération avec l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal du 30 octobre. Est-ce qu'il y avait des modifications, des corrections, des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y avait une remarque? Non. J'espère que tu n'as pas fait un gâteau au chocolat. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Allez, votez à l'unanimité. Merci. Ah, c'est lui. Deuxième délibération qui concerne donc les élections municipales qui se tiendront donc le 15 et 22 mars 2026. Il s'agit de la mise à disposition des salles pour les réunions publiques. Donc, à compter du 1er décembre, les candidats pourront faire la demande par écrit à la mairie. On a bien entendu souhaité qu'elle soit gratuite. Ces salles, donc on peut envoyer soit un courrier, soit un mail au secrétariat auprès de Sandra. Et puis les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Donc il s'agit des salles donc au niveau de la mairie, de la salle du conseil municipal, comme sous le précédent mandat. La mairie des Plagnes, donc dans l'ancienne mairie annexe, la salle des mariages. Le cinéma du plateau d'Assy, au plateau. La maison Henri-Jacques Lemesme au niveau de la salle du Roc des Fises au niveau de Ched, et puis la salle du foot de Marlioz. Voilà, donc les critères, je les ai évoqués, c'est dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. La troisième délibération, c'est encore moi qui la présente. Il s'agit donc de la convention tripartite entre le département et GMDS. Donc GMDS, c'est Grand Massif Domaine Skiable. C'est la société privée qui exploite le domaine skiable de Flaine. Pourquoi le département? Je le rappelle, on a déjà évoqué sous le précédent mandat, lorsqu'on questionnait les élus avec Alain, et sous ce précédent et ce mandat actuel, on a quand même fait des évolutions importantes qui se traduisent ce soir. Le département délègue, non, c'est le délégant, la délégation de service public concernant l'exploitation du domaine skiable de Flaine.
C'est historique, c'est comme ça, comme le département délègue le train du Mont-en-Vert, comme le département délègue aussi le tramway du Mont-Blanc, comme vous avez pu le voir encore récemment dans la presse. Pour rappel, jusqu'en 2013, la commune de Passy était occupée, son territoire sur la partie haute des Grandes Platières notamment, était occupé sans redevance ni titre, donc ce qui est totalement illégal. Et à partir de 2013, il y a eu une première discussion avec l'exploitant de l'époque qui a débouché sur un accord et une petite convention à 3 000 € de redevance par an. Bon. C'est un sujet dont on s'était saisi avec un passerand célèbre du côté de Baie qui nous avait alerté sur le sujet. Et avec Alain Roger et Christelle Rebel à l'époque, on avait demandé à l'équipe précédente de revoir ces conditions qui nous paraissaient totalement inacceptables quand on sait que GMDS est une société de remontée mécanique dont le principal actionnaire est la Compagnie des Alpes, donc une filiale de la Caisse des dépôts consignation, qui est leader mondial en termes de remontée mécanique. Et on estimait que la commune était lésée du fait de deux choses, de par la surface qui était mise à disposition, et comme toute collectivité ou privée, parce que c'est le cas pour une association pastorale du côté de Maglan, qui est rémunérée largement par rapport à ses terres, il était quand même légitime que la commune et légale perçoivent une redevance. Il y a eu des discussions qui sont encore pas terminées sur les limites de communes. On a voulu et engagé sous le précédent mandat un bornage contradictoire qui a été justement contredit par les alpagistes d'Aujon qui, eux, n'ont rien à voir en termes de légalité et en termes de territoire, mais ils ont manifestement su se faire entendre à l'époque. Ils sont que exploitants. En tout cas, la limite entre la commune de Passy-de-Maglan n'a pas été tranchée sur le secteur des Lindars. Et on a fait sous ce mandat-là, après discussion avec le département et mon collègue et ami de Maglan, avec Johan, on a sollicité les services de la préfecture aujourd'hui, qui est le seul compétent à pouvoir trancher une limite de commune. On avait auparavant regardé dans les archives. Alors, suivant la précision des cartes, on avait même la commune de Passy qui allait sur celle de Salanches, donc je ne suis pas sûr que ça aurait fait plaisir à Georges. En tout cas, on avait des limites mouvantes sur le secteur des Lindars, alors que nous, on proposait simplement d'utiliser ce que chacun peut consulter sur le cadastre ou sur Internet, la limite de l'arrêt de Faîtière et de partage des eaux sur l'arrêt des Lindars, où on a le pylône du télésiège des Lindars, qui est la plus haute remontée mécanique du domaine. Je crois qu'il est légèrement plus haut que les Grandes Platières. Et puis c'est sûrement un des plus beaux points de vue, donc qui passe. Bon, ce sujet n'est pas tranché. En revanche, après plusieurs échanges et discussions avec Grand Massif Domaine Skiable, on leur a fait valoir que le prix qui avait été fixé à l'époque et qui est indexé, donc était de 0,728 €, donc c'est pour être précis le mètre carré, n'était pas conforme dans le sens où aujourd'hui, et ce prix concernait que les surfaces des bandes des pistes. Sauf qu'aujourd'hui, le domaine skiable et les remontées mécaniques sont ouvertes l'été, et que GMDS était venu nous voir pour faire une piste de ski de rando sur une partie de bord de piste pour relier le bas de la station au sommet de la station, ce qui était tout à fait légitime. Donc, il y a bien une utilisation hivernale en dehors de l'emprise des pistes, et ce qui est logique, hein, on fait tous du hors-piste, on sait comment ça se passe, il y a beaucoup de skieurs de randonnée sur ce secteur-là. Donc c'est ce qu'on a fait valoir à GMDS. Et finalement, on a signé une première convention l'année dernière qui reconnaissait la totalité des surfaces autres que les pistes pour le calcul de la redevance. Donc la surface totale est d'un peu plus de 30 hectares, en sachant qu'il y a une partie de la surface communale qui a été vendue dans les années 60, 70, et qui a été racheté par l'opérateur de remontée mécanique, ce qui, soit dit en passant, est pas tout à fait légal, mais bon, c'était une autre époque. Donc on a sorti cette partie de parcelle qui s'appelle la Matole, que chacun peut voir sur le cadastre, donc pour arriver à 30 hectares. Je crois qu'avant, il y avait 57 hectares. Hein. Donc ça nous fait quand même une belle surface en moins. Donc le département qui donne la délégation de services publics, il faut savoir qu'en fonction des stations, et on a eu le cas récemment entre Megève et Saint-Gervais, mais il n'y a pas que ces stations-là, il y a des délais d'extinction des conventions qui sont différents en fonction des communes. Ça remonte à la date de construction des remontées mécaniques, à l'application de la loi montagne de 1985. Et des fois, comme à Saint-Gervais-les-Bains et Megève, on a un départ de remontée mécanique qui est dans une commune,
qu'il y ait une délégation de service public avec un opérateur, avec une date, et une arrivée qui est sur une autre commune avec un autre opérateur. Bon, donc c'est quand même des sacs de nœuds, et le but, c'est d'essayer de remettre tout ça à plat. Donc c'est ce qu'a fait le département. En premier lieu, le département, par rapport à l'aménagement du Grand Massif, a souhaité, et après avoir échangé avec le président Marcel Sadier, mettre toutes les communes autour de la table. Donc je voulais vraiment rendre hommage il a tenu sa parole et son engagement. Il a essayé de nous rassembler tous, les grosses comme les petites, comme Passy. Hein. On n'a pas 50% du domaine skiable, on en est tout à fait conscient, mais d'autres communes ont été mises autour de la table dans le cadre de la concertation, au sein du syndicat intercommunal Funiflen. Ils sont servis de cette entité justement pour nous mettre autour de la table, et puis d'essayer de porter une vision un peu prospective sur le territoire, et notamment pour la partie estivale, et c'est quelque chose qui est très attendu de la part des services de l'État au passage. Donc le département a relancé une mini délégation de services publics qui a pris effet là au début octobre, qui sera valable que 4 ans, parce qu'elle permettra de s'aligner sur une délégation de services publics qui sera beaucoup plus large et qui concernera un périmètre beaucoup plus large. Maglan est en train de signer, alors je pense que c'est sur un court terme également, une nouvelle délégation de services publics pour la partie télécabine et grande platière qui est majoritairement, voire totalement sur son territoire. Samoin, qui est aussi concerné, n'a pas le même délai d'extinction de délégation, je crois qu'il y avait 2030, et idem pour Sixte. Donc l'idée, c'est qu'en 2029, le département arrive à rassembler tout le monde, et qu'on parte sur un cahier des charges unique, surtout, c'est ça le plus important, avec une vision commune partagée par l'ensemble des collectivités sur l'avenir du domaine skiable. Flaine, qui nous a présenté il y a une dizaine de jours son plan résilience par rapport à l'adaptation au changement climatique, qui a quand même une connotation assez fortement hivernale, mais ça peut se comprendre, parce que ça sera peut-être probablement à la fin du siècle un des derniers secteurs où on pourra skier en Haute-Savoie si le réchauffement climatique continue sur cette lancée-là. En tout cas, ça sera aux collectivités, mais déjà avant tout au département qui a souhaité reprendre la main sur le devenir du domaine skiable, de fixer les règles pour l'avenir en termes d'investissement, en termes de stratégie. On ne va plus investir sur les battes de domaine comme on le faisait il y a 50 ans, c'est logique. Donc en tout cas, tout ça, cette vision devra être portée par les collectivités rassemblées autour du département. Donc Passy, de son côté, pour le moment, est concerné par la piste Méphisto supérieure qui part du sommet des Grandes Platières, la piste Améthyste. Je précise que sur l'Améthyste, jusqu'en 2012, il y avait un téléski qui arrivait au pied du restaurant. Ce téléski n'a jamais fait l'objet d'une redevance, ce qu'on appelle la taxe sur les remontées mécaniques. Une collectivité touche une taxe sur les remontées mécaniques qui est calculée sur le montant brut du chiffre d'affaires, à savoir 3%. Donc, c'est sûr que quand on a une faible emprise, on ne touche pas des millions, mais par contre, quand on a une grosse emprise foncière, c'est plus tout à fait le même. Et là, ce téléski a été démonté depuis, donc qui est sorti du domaine, et ce qui nous aurait permis quand même de toucher une partie de la redevance des 3%. Donc la piste Améthyste, la Fred qui part du sommet des Lindars, et puis bien entendu ça intégrera l'itinéraire ski de rando qui va se poursuivre, j'imagine, et puis les activités estivales avec les chemins. Il y a quand même beaucoup de randonneurs et de gens qui se promènent sur le secteur, et l'utilisation des alpages attenants. La redevance donc aujourd'hui qui vous est proposée est non pas de 3 000 et quelques euros comme à l'époque, mais on a négocié 7 fois le prix. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 22 000 euros, 22 000 euros, je vais y arriver, 124. On n'a pas pu augmenter sensiblement le prix au mètre carré, dans le sens où il fallait une base juridique réaliste. Donc, on est resté, j'ai envie de dire malheureusement, mais bon, c'était un prix de départ sur ce qui avait été convenu à l'époque. Et qu'aujourd'hui, on arrive sur ce montant de redevance annuel qui sera indexé sur le prix du forfait journée Flaine. Voilà, donc c'est un prix de forfait qui évolue plus que l'inflation en général, donc ça nous portera des mises à niveau qui seront quand même intéressantes pour la commune. On signera dans une convention différente une convention pour les secours sur piste. Il faut savoir que depuis qu'on a trouvé un accord avec GNDS, les secours sur piste sont refacturés pour la partie du domaine skiable concernant Passy à la station de Plenjou. C'est la directrice de Plenjou qui gère. C'est une quinzaine de secours par an, hein, c'est pas énorme. Donc on a cette convention de secours sur piste.
C'est pour cette raison que la redevance qui sera versée par un grand massif domaine skiable sera versée au budget annexe de Plaine-Joux, en logique économique. C'est notre obligation en termes de finances publiques, et ce qui contribuera à alimenter ce budget-là et de le faire monter comme on essaye avec le développement de l'activité. Voilà. J'étais un peu long, mais c'était important de le souligner. Donc voilà, je remercie une nouvelle fois le président du département qui a été aux côtés des collectivités et puis qui a voulu voir beaucoup plus large. Je sais qu'on a intégré Châtillon-sur-Cluse, par exemple, par rapport au domaine nordique d'Agy, qui est proche du secteur, dans le syndicat Funiflen. Donc ça fera partie des discussions qu'on portera tous ensemble, je l'espère. Normalement, avec tout ce que j'ai dit, il n'y aura plus de questions. Belguine, tu as une question? Ludo, tu as une question? Non, pas de question? Alors, je vous propose de... Qui c'est qui a une question? Non? Tout est dit. Bon, parfait. Non, mais c'est important parce que c'est un dossier sur lequel on est revenu à plusieurs reprises. On s'était beaucoup impliqué. On aurait aimé avoir plus. Il y avait l'histoire de la terrasse du restaurant, il faut le préciser. On a fait faire un bornage, la commune de Passy sous ce mandat-là. En fait, on a vu que la terrasse du restaurant avait été remodelée et démontée et donc ne touchait plus la station le secteur de Passy. Il y a une partie de la dalle sommitale qui est sur la commune de Passy. Et justement, on signifiera à l'exploitant que quand il occupe le domaine public pour différents événements, il faut bien qu'il passe par la commune de Passy et qu'il nous demande l'autorisation afin qu'on lui fasse une convention, comme on le fait à chaque fois qu'on a occupation du domaine public. Mais je suis sûr qu'il fera le nécessaire. Et on a la chance, c'est que un des correspondants est exactement l'homonyme de notre adjoint aux travaux sur le secteur de... Il ne faut pas se tromper dans les mails. Donc c'est Jean Fontaine qui gère une partie du domaine skiable. Belguine, non, c'est bon? Non, je ne te voyais pas ta partie. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Allez, je continue par rapport aux délibérations qui concernent la délibération numéro 4, qui est l'exercice du droit de priorité. Ah non, c'est Belguine, ça. Pourquoi c'est moi qui le dis? Ouais, mais je vais te faire travailler un petit peu. Ouais. Au niveau de l'aménagement du territoire, le droit de priorité pour une parcelle, notamment dans le cadre... Deux parcelles de l'État. Donc l'État porte à connaissance de la commune qu'elle souhaite vendre deux parcelles, une de 6061 m² et une autre de 823 m². Comme vous voyez, c'est au bord de l'Arve. Donc, quand l'État souhaite vendre des parcelles, elle fait valoir le droit de priorité de la commune, puisque la commune doit être interrogée pour savoir si elle souhaite se porter acquéreur en priorité de tout acquéreur autre. Donc la commune, suite à la proposition de l'État, souhaite acquérir ces parcelles pour les céder au SM3A dans le cadre de leurs compétences sur la gestion des eaux pluviales, du moins pas des eaux fluviales. Ouais, je me suis trompée de mairie. Donc, des cours d'eau et de ces affluents. Merci. Oh là là. Je perds mes mots. Donc, en fait, c'est un dossier qui date parce qu'il y avait déjà eu une délibération en 2019, mais la procédure n'avait pas été menée à bout. Et donc, c'est une nouvelle délibération pour pouvoir exercer notre droit de priorité et permettre à monsieur le maire de faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir se porter acquéreur de ces parcelles. Pour un montant, alors j'ai oublié de donner le montant, 6 885 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi je vais rajouter un petit complément là. L'acquisition de ces parcelles, c'est un élément stratégique pour le projet que l'on poursuit de relocalisation des gravières, puisque aujourd'hui le SM3A a un dépôt de matériaux, dépôt de matériaux transitoires pour pouvoir intervenir, faire du renforcement là où il y a besoin, mais qui se situe en rive gauche, juste en face, en rive gauche du Bonnan, là, à la confluence, et que ça permettra de transférer donc ce dépôt de matériaux propre au SM3A sur la rive droite, ce qui nous libérera de la place pour pouvoir procéder à un partage de l'espace
dont une bonne partie est dans le domaine public fluvial, hein, dans le DPF. Donc, projet que l'on poursuit avec le SM3A et aussi les entreprises concernées, quoi. Et les services de l'État qui sont, a priori, très favorables à cette démarche. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La prochaine délibération porte sur l'acquisition encore de parcelles au niveau de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique de la Motte. Donc c'est toute une démarche qui a été faite au niveau de la mairie. On contacte tous les propriétaires des parcelles qui se trouvent où il y a la conduite forcée de la centrale hydroélectrique de la Motte pour pouvoir exercer voilà, donc notre compétence et puis intervenir sur la conduite forcée si besoin est. Et ça fait partie d'une démarche volontaire et voulue par la commune. Donc là, on a reçu donc les consorts Canepa Philippin Duo qui veulent bien nous céder une parcelle de 1995 mètres carrés à un prix à 80 centimes le mètre carré, ce qui fait 1596 €. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, mais ces parcelles-là sont... On a choisi d'avoir la maîtrise foncière de tout le tracé de la conduite dans la partie aérienne pour pouvoir intervenir donc pour la maintenance de la conduite. Mais dans la maintenance de la conduite, il y a la gestion de toute la végétation aux abords immédiats de la conduite. Et précédemment, il y avait eu à la création de l'aménagement des promesses de servitude qui avaient été même signées avec les anciens propriétaires, sauf que ça n'a jamais été publié et que aujourd'hui la meilleure solution pour pérenniser, je dirais, notre droit d'accès et d'intervention, c'est d'avoir l'acquisition de ces parcelles. Tu étais beaucoup plus clair que moi. J'en profite pour remercier les familles, parce que j'ai signé des acquisitions la semaine dernière avec plusieurs d'entre elles. Je les remercie pour leur compréhension. Voilà, il y a souvent des petites parcelles. C'est pas des montants faramineux, c'est souvent des parcelles en indivision. Mais bon, je pense que c'est important qu'on ait leur soutien, qu'elles comprennent, les familles, l'intérêt stratégique pour la commune, pour l'exploitation de cette centrale, et puis l'avenir également de la production d'énergie renouvelable sur notre territoire. Voilà, donc je voulais en profiter pour les remercier. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération? Eh bien, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Merci. Pardon. Allez Alain, on parle de convention pour les repas. Voilà, donc nous avions une convention entre la commune et l'ADMR. À l'époque, c'était, j'irais, l'ADMR Passy-Servoz. Depuis, il y a eu une fusion avec l'ADMR de Saint-Gervais. Donc aujourd'hui, c'est l'ADMR Passy-Valmontjoie. Donc cette convention prend fin au 1er janvier 2026. Donc il convient de la renouveler. Par contre, on la renouvelle pour les besoins des personnes ouvrant droit aux prestations de l'ADMR sur la commune de Passy. Donc cette convention, elle n'a qu'une durée d'1 an. Pourquoi? Parce que en accord avec la fédération des ADMR, il y a le principe au 1er janvier 2027 qu'ils reprennent en charge le portage. C'est ce qu'avait été l'orientation demandée. Pourquoi? Parce que ça permettra, nous, le commune, quand on fait le portage, on ne peut pas délivrer de certificats fiscaux pour ouvrir des déductions sur les impôts, sur les revenus, alors que la DMR le peut. Voilà.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait convenu d'avoir une convergence sur des prix de prestations qui leur permettent d'appliquer leurs tarifs au 1er janvier 2027 sans avoir un écart trop important entre 2026 et 2027. Donc on a fait cette correction progressivement et c'est pour ça qu'on propose pour l'année prochaine d'avoir un prix de repas livré à 10,80 € TTC et 1 € TTC pour le portage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour le potage. Le potage, oui, pas d'accord. Ok. Il y a une erreur dans la délibération, on parle de potage alors c'est portage. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous avez les deux tarifs. Non, pas de questions? Bon, on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Votez à l'unanimité, merci. Donc, je continue pour une deuxième délibération, je vais y arriver, pour autoriser Monsieur le maire à signer les contrats d'assurance qui ont été négociés pour la commune et le CCAS dans le cadre d'un groupement de commandes. Donc, on a délibéré en ce sens en juin 2025 et puis on a lancé le marché, la consultation au mois de septembre. On se fait aider sur ces dossiers-là par une assistance à la maîtrise d'ouvrage, par un bureau spécialisé qui est représenté physiquement par Monsieur Balm et qui, grâce à ce travail-là, nous a permis d'avoir des réponses sur tous les lots que l'on avait constitués dans cet appel d'offres. Donc les lots, je vous les énonce. Donc on consultait pour des contrats d'une durée de 4 ans. Donc sur le lot 1, c'était l'assurance dommage aux biens. Le lot 2, l'assurance automobile et les risques annexes. Le lot 3, l'assurance responsabilité civile. Bien sûr, à chaque fois, c'est pour la commune et le CCAS. Et le lot 4, c'est l'assurance protection juridique des élus, des agents et de la personne morale représentée, commune et centre d'action sociale. Donc, les critères ont été à 60% sur la valeur technique, les critères de choix, et 40% pour les prestations. Et donc, à l'issue de cette consultation, on a eu des réponses pour tous les lots. On a eu plusieurs réponses pour tous les lots. Il faut savoir que là, on peut remercier quand même notre prestataire parce que quand la Comcom avait fait la même démarche l'année dernière, il n'y avait pas de réponse pour la flotte automobile, par exemple. On n'avait pas d'assurance. Et la bonne surprise, c'est que quand on fait le total des 4 lots, eh bien, on se retrouve avec des montants quasiment identiques à ce qu'on avait payé en 2025. Et ça, c'est même au total, j'ai fait le calcul, on devait gagner 7 000 € sur le total. Donc non, là, on peut remercier et les services de la commande publique de la commune et notre prestataire pour ce résultat. Donc pour le lot 1, c'est Groupama qui a eu le lot pour une prime annuelle de 79 000 €. Donc c'est le dommage aux biens pour la commune et de 8 424 € pour le CCAS. Le lot 2, qui est l'assurance automobile et risques annexes, c'est le groupement de coassurance SMALC Assurance pour un montant pour la commune, une prime de 52 122 TTC et pour le CCAS de 1318 € TTC. Le lot 3, c'est la responsabilité civile pour donc commune et CCAS. Pour la commune, c'est un montant, une prime annuelle de 24 948,58 € TTC. Et pour
Le CCAS, c'est 551,48 €. Et puis, pour le lot 4, la protection juridique des élus, des agents et les personnes morales communes et CCAS, nous avons le groupement Sarre et Moselle, SAS, CFDP Assurance, qui sont spécialisés sur beaucoup de collectivités pour ce lot-là, pour ces types d'assurance. Donc la prime annuelle est de 2227 € TTC pour la commune et de 445 € TTC pour le CCS. Donc voilà, vous savez tout. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Il y a des questions? Non? Alors on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Voter à l'unanimité, merci. Merci Alain. Non, mais c'était plutôt une bonne surprise, c'est vrai, il faut quand même le dire. Il y a eu un gros travail de préparation en amont et c'est plutôt, voilà, quand c'est des bonnes nouvelles, il faut le dire. Allez, Jean-Yves, tu es revenu du décalage horaire, c'est bon? On t'écoute. Ressources humaines, création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'exploitation et d'entretien de la voirie au sein du pôle voirie. C'est suite à un agent pour restriction médicale. Le conseil médical nous a demandé de mettre en place une période préparatoire de reclassement. Bon, il s'avère que cet agent, manifestement, il ne reprendra pas le service au sein de la voirie. En attendant, on avait créé par délibération un emploi saisonnier. On se doit, vu la demande qu'il y a dans travaux de voirie, on se doit de changer ce poste saisonnier par un poste permanent à temps complet. Et on se donne aussi le droit de recruter un contractuel. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, on peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'exploitation des équipements sportifs au sein des services des sports. C'est un agent qui va partir à la retraite. C'est assez imminent. Et compte tenu de son emploi sur l'ensemble des équipements sportifs, on se doit de faire un tuilage pour que l'agent qui reprendra la suite puisse avoir la connaissance de tout le service. Donc, pour permettre ce tuilage, on recrée de nouveau un poste qui, par la suite, au départ de l'agent en retraite, ce sera un poste supprimé. C'est une habitude. Vous avez commencé à voir, souvent, on a ce cas de figure. Donc, voilà, c'est pour la création d'un poste pour le service des sports. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Oui. Les services qui sont... les agents, plutôt, qui font partie du service astreinte, bénéficient, suite à une délibération qui avait été faite donc en 2022, d'un paiement des heures supplémentaires majorées, travail de nuit ou travail en dehors au-delà des 10 heures, en paiement, mais également en récupération. Ils pouvaient récupérer 1 heure travaillée à 100%, donc ils récupéraient 2 heures. En revanche, les autres services ne bénéficiaient pas de cette récupération. Donc, dans le cadre d'une équité vis-à-vis de l'ensemble des services, il y a cette délibération qui a été modifiée, ouvrant cette possibilité de récupérer les heures, non seulement pas heure pour heure, mais par heure majorée. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Vous avez tous les détails. Oui, c'est un peu délicat, mais vous avez tous les détails sur les nouveaux bénéficiaires, les réalisations des heures supplémentaires et toutes les modalités sur la suite de la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des contre? Ils sont atones ce soir. Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Non, mais c'était important, tu as raison de le préciser, de remettre un peu d'équité quand même par rapport aux récupérations. Oh,
ça a été validé dans le cadre du CST. Également, donc bien sûr, mais c'est suite à la demande des agents. Ça rentre toujours dans le cadre de qualité de vie au travail. Je le précise. Oula, c'est bon. Alors, délibération portant adhésion sur la convention de participation santé proposée par le centre de gestion de Haute-Savoie, le CDG 74, et portant fixation de montant de la participation financière de l'employeur. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet sur les capacités où nous, on se doit éventuellement de payer une participation à la protection sociale complémentaire des agents. Donc, ce sera pour tous les agents, bien sûr, avec toutes les garanties, ce sera leur choix. Le montant qui a été arrêté de participation pour la commune, elle serait de 15 € par agent et mensuel, bien sûr. Monsieur Plus, un complément? Oui, un complément. Je veux dire que bon, c'est une obligation qui nous est faite de mettre en place cette participation à la protection santé. Donc, on avait déjà la prévoyance par rapport aux accidents et la longue maladie. Et là, donc, c'est pour la santé. Il y avait le choix, tu as dit, on a déjà évoqué le sujet en conseil municipal. On avait le choix entre deux solutions, soit ce qu'on appelle la labellisation, donc un certain nombre de contrats sur lesquels les agents auraient pu bénéficier de cette participation de l'employeur, ou l'adhésion à un contrat groupe qui était porté par le centre de gestion du département. Nous, on avait délibéré pour pouvoir adhérer à la démarche du centre de gestion pour la consultation. Et les résultats nous ont été présentés. Et donc, ce résultat est très intéressant par rapport au niveau de performance des prestations qui sont servies. Voilà. Et c'est pour ça qu'on propose d'adhérer donc au contrat groupe du CDG, qui est en fin de compte porté par une structure mutualiste, la mutuelle nationale MNT. Et donc, il y a plusieurs formules. Et par exemple, notamment pour un jeune qu'on embaucherait, le panier Formule 1, le panier de soins de base, il doit être à 21 € quelque chose. Et avec les 15 € de participation, ça lui fait une mutuelle santé pour 6 €, un peu plus de 6 €. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, des jeunes embauchés qui n'ont pas de protection santé. Et donc là, c'est offrir des possibilités, que ce soit aux actifs, plus ou moins jeunes, aux familles, aux conjoints, même aux retraités. Et donc les tarifs, ils évoluent en fonction de la tranche d'âge, de la catégorie actif ou retraité, et de la structure de la famille, s'il y a des enfants ou pas, quoi. Mais les tarifs ont été... La comparaison a été faite par les représentants du personnel. Quand on en a parlé, on l'a présenté en CST, pour dire que par rapport aux tarifs proposés, le niveau des prestations est très intéressant. C'est bon. Jacques, tu étais présent? C'est bon pour toi? Ok. Merci Alain. Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Et dernière délibération, elle est d'actualité concernant la station de Penjou. Non, il y en a encore une. Je suis allé plus vite. Entre-temps, j'en ai une autre. Ah oui, c'est l'enseignement artistique. Ouais. Délibération portant une modification supérieure à 10% de la durée hebdomadaire de 2 emplois d'assistants d'enseignement artistique à temps non complet. Donc, c'est 2 postes d'enseignant, d'un enseignant artistique trombone et un enseignant artistique sur la formation musicale,
qui ont dépassé leur taux horaire, leur temps, leur quotité de travail, plus précisément, et ils passent en heures supplémentaires. Pour éviter les heures supplémentaires, donc on augmente leur temps de travail. Donc on modifie les postes, donc on supprime les postes pour lesquels il y a un est à 5,25 20e et l'autre au 6 20e. Tous deux vont passer au 6 20e et l'autre au 10 25 20e. Voilà. C'est une augmentation. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va, c'est parfait, merci. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Dernière délibération, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à l'accroissement saisonnier pour assurer le fonctionnement de la station de ski de Plaine-Joux. Donc le poste qui est proposé, c'est de créer un emploi de saisonnier d'un emploi de patrouilleur sur piste à temps complet. En fait, vu la surfréquentation que nous avons sur la station de Plaine-Joux, et en vue notamment, bien sûr, de l'ouverture pour sa deuxième année du télésiège, on a décidé d'assurer un peu plus la sécurité sur les pistes, donc par un emploi de patrouilleur sur piste à temps complet. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. À adopter à l'unanimité. Juste une question, on est au recrutement, on est bon sur les chauffeurs d'Ameuse, on en avait 2. C'est pas fini. Il en manque encore un. Ouais. C'est pas fini. Il me semblait, on avait quasiment tout le monde sauf là. Toujours au problème de damage. Ouais. Mais bon, compte tenu des associations qui démarrent plus tôt, ouais. des montants, des et la concurrence avec les entreprises privées. C'est pas toujours facile. Ouais. Mais là, on a pu damer le domaine, donc il y a une première passe qui a été faite aujourd'hui par Elodie. Ouais. Ok, merci Jean-Yves. Donc l'ordre du jour est épuisé, il n'y a pas de questions orales. Je vais vous lire les décisions du maire. Rassurez-vous, c'est pas trop long. On a donc renforcement du réseau électrique, donc décision consultable au secrétariat général. Décision 167-25, renforcement du réseau électrique de la base de loisirs, donc un marché conclu avec la société Altivolt basée à Salange pour un montant de 64 210 € hors taxes. Donc vous savez, on en a parlé à plusieurs reprises ici, il y a les gens du camping qui étaient là. On a après, ça fait 40 ans, 45 ans qu'on se plaint du manque de puissance électrique au lac. Donc Alain a notamment piloté ça avec Jean pour l'installation de 2 transformateurs, un dédié au camping et un dédié à la base de loisirs, ce qui n'était pas le cas avant, qui occasionnait en plus des manipulations en termes de refacturation avec le camping. Donc là, c'est les travaux de réseau, j'imagine, là, sur Altivolt. Oui, sur la base de loisirs. Voilà, on en profitera pour le... Voilà, et puis ça démarrera. Il y aura aussi également tout ce qui est réseau concernant les ombrières photovoltaïques. La décision 168-25, donc c'est la DIA concernant une déclaration d'intention d'aliéner qu'on n'a pas effectuée sur le chemin de Curala au numéro 75, sur la parcelle J 2904. La décision 169-25, donc pareil, une décision de non-aliénation pour le coup, pour un bien sur au 859 avenue du docteur Jacques Arnaud. La décision 170-25 concernant le 5 impasse des Montagnards, qu'on n'a pas préempté. La 171-25, c'est une décision qui fait plaisir à Jacques, c'est l'ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2026. Donc décision pour les 13, 20 et 27, mais c'est vrai que depuis quelques 2-3 ans, il y a beaucoup moins de dates qui sont demandées, donc ça progresse dans le bon sens pour les salariés. La décision 172-25 concerne une déclaration d'intention d'aliéner qu'on n'a pas exercée sur le bien au 138 rue de la Cascade, à Ched. Si, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, j'ai des bêtises. Donc là, la décision 172-25, c'est un bien qu'on a décidé d'aliéner. Donc c'est un terrain avec un ancien bâtiment derrière la propriété Biolay. Il y a 2 parcelles qu'on a décidé d'acheter parce qu'elles rentrent dans le cadre de l'orientation d'aménagement du secteur, de l'étude qu'on a menée avec le CAUE et qui nous servira demain pour les travaux d'aménagement. Concernant l'usine
avec l'étude qui a été lancée par l'un et le SN3A pour la reprise du profil en long qui nécessitera des travaux d'aménagement et une modification des cheminements le long des berges, potentiellement la sécurisation des abords de l'école et la propriété Biolay. La décision 173-25, c'est le bien qui est lui au lieu-dit Marlioz, donc sur les parcelles des 1142, 143 et 1144. Une autre décision qui est une vente au 332 avenue Henri Ducoudray. La décision 175-25, dont c'est l'attribution d'un logement communal dans le bâtiment des instituteurs de l'abbaye, donc pour un loyer de 631,48 € et des charges de 72,63 par mois. La décision 176-25, c'est la convention de pâturage en alpage avec monsieur Florent Salvetti et Gaël Moutonnier. C'est un avenant mis à disposition donc de 19 parcelles du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026, avec un loyer annuel calculé en fonction de la surface exploitable. Vous savez que c'est des choses qui sont bien encadrées, ça. Décision 178-25, c'est la mise en séparatif du réseau de eau usée, eau pluviale avec le renouvellement de l'eau potable et l'enfouissement des réseaux secs. C'est tout ce qu'on a fait pour les plaines derrière qu'on a inauguré au mois d'août. Donc c'était l'eau 3A, revêtement de surface et signalisation horizontale, un avenant avec la colasse pour un montant de 7 278,10 € qui porte le marché à 69 966 € hors taxe. Et enfin, décision 179-25, renouvellement de conduite d'eau potable, la création d'un réseau usé, enfouissement des réseaux également au chemin de la Rare, j'en parlais tout à l'heure, c'est le lot 3A, revêtement de surface et signalisation horizontale, c'est le même type de marché avec un avenant. Par contre, il n'y a pas le chiffre là, c'est bizarre. Hein? Il manque le chiffre là. Il faudra modifier ça. La 179-25. Et la 180 décision 180-25, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sauf que c'est pour le domaine skiable de Passy-Plaine-Joux, donc c'est le tarif des secours sur piste pour la saison 2025-2026. Voilà, quelques infos que je voulais partager avec vous. Donc on a eu notre sous ce mandat, vous savez, on a relancé le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance avec l'objectif, c'est d'associer l'ensemble des services concernés autour de la table, avec les services du CCAS, de la mairie, la police municipale, les gendarmes, les services de justice, les associations qui sont dans l'aide sociale et la protection de l'enfance, les violences faites aux femmes également, les bailleurs sociaux. Donc ce CLSPD, on fait une grande réunion à la fin de chaque année, mais tout au long de l'année, il y a des ateliers, des groupes de travail autour de 3 thèmes. Et là, monsieur le nouveau procureur de la République nous a fait le plaisir d'être présent, donc le 12 novembre dernier, donc il a partagé avec nous autour du diagnostic. Les gendarmes nous font un état de la sécurité, la police municipale également, puis après on fait un petit point sur les groupes thématiques. Et puis là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait la volonté de créer un autre groupe thématique, parce que c'est une demande qui ressort de beaucoup d'acteurs et de l'éducation nationale notamment. Le principal du collège est présent et madame la proviseure du lycée concernant la santé mentale. Donc c'est quelque chose qu'on démarrera avec l'ensemble des acteurs. Juste pour vous préciser que normalement l'ouverture de la route des Aigras RN 205 dans le sens descendant, après discussion avec la TMB que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, devrait ouvrir aux alentours du 11 décembre. Quasiment quelques jours avant la réouverture du tunnel du Mont Blanc. Je voulais aussi vous aviser que hier, donc au niveau de la communauté de communes Pays du Mont Blanc, on a voté en faveur de l'adoption du schéma de cohérence territoriale. Alors j'y reviendrai plus en détail lors du prochain conseil municipal, parce qu'on vous fera une petite présentation. Pour résumer, le schéma de cohérence territoriale, c'est un travail qui a été engagé sous le précédent mandat au niveau des intercommunalités du territoire, de la Veille de Chamonix-Mont-Blanc, du Pays du Mont-Blanc, de Cluses, qui n'avait pas abouti, avec une forte opposition à l'époque, notamment d'acteurs socio-économiques. Il faut savoir que c'est une obligation légale et que notre territoire est un des derniers de Haute-Savoie à ne pas avoir de SCOT. Alors qu'est-ce qu'un SCOT en une phrase? C'est un document de planification urbaine qui permet à l'horizon 20 ans de travailler sur les principaux enjeux et surtout sur la consommation foncière et l'habitat. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de retard. On y a participé avec, donc il y a une représentativité au sein de chaque communauté de communes.
La décision avait été votée en début de mandat aux grandes dames de certains, mais en tout cas, on avait choisi de travailler à 4 périmètres, à 4 Comcom. Je me tourne vers Belline parce qu'on était ensemble ce jour-là. Ça s'est joué à peu, donc on a choisi de travailler avec le Vallée de Chamonix, le Pays du Mont-Blanc, bien entendu, la 2CCAM à Cluses et la Vallée du Gifre. Pourquoi? Parce que c'est un périmètre qui nous semble cohérent. On partage des limites de communes, on partage des domaines skiables, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on partage des réserves naturelles, on partage des enjeux de transport, de mobilité, de déplacement pendulaire pour aller travailler, domicile-travail. On partage des enjeux de santé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus fort à 4 interco, et demain, on sera beaucoup plus fort à 4 intercommunalités pour défendre auprès des services de l'État, notamment, des orientations d'aménagement fortes. Et cette loi, elle date de 2001, donc on a 24 ans de retard sur le territoire, donc il est temps. C'était très attendu de la part des services de l'État et on a préféré faire un document façonné avec la volonté politique des communes plutôt que de se faire imposer un document type. C'est ce qui nous pendait un peu au bout du nez, hein, par les services de l'État, et un jour on n'aurait plus de latitude pour choisir. Donc en tout cas, on sait que c'est pas un document parfait, on sait qu'il est perfectible, on sait qu'il y a encore des questions, mais aujourd'hui c'est un cadre qui est très important, et notamment pour les stations de montagne, qui demain, dans des aménagements ou de réaménagements, d'adaptation au changement climatique, mais également pour Passy, concernant nos sanatoriums, on aura l'obligation de déposer des dossiers d'unité touristique nouvelle, dit UTN. Alors c'est un peu technique, hein, mais c'est des choses qui se passent soit en comité de massif, soit à l'échelle plus proche. Mais nous, avec nos sanatoriums aujourd'hui, si on veut finaliser la rénovation des 2 derniers qui nous restent, on sera probablement obligé de passer par ce type de procédure qui est assez lourd. Donc il faut le flécher dans nos documents d'urbanisme. Et après, il y aura une réduction, c'est déjà le cas avec la loi, mais une réduction assez forte des surfaces à construire. Hein, c'est la loi climat et résilience de 2021. On est déjà sur une trajectoire de réduction et il faudra aller davantage à l'horizon 2050. En tout cas, le SCOT sera un outil pour nous sécuriser dans ce sens-là et surtout sécuriser l'habitat permanent. Il nous invite à répartir les créations de logements, je précise bien les créations entre le logement permanent et les résidences secondaires. C'est un nouvel outil qu'on n'avait pas dans le droit français, qui était attendu depuis des décennies par les territoires touristiques notamment. Donc ça nous permettra de mettre en œuvre ces orientations-là, avec des objectifs de densité également, hein, qui nous conduisent à densifier davantage les zones urbanisées, les centres urbains. Et Passy a une chance, c'est que dans la description de l'ensemble du territoire, on a dessiné, c'est des cartes qui seront consultables dans les enquêtes publiques, des armatures territoriales. Alors ça devient technique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 villes-centres, Chamonix, Sallanches, Cluses, qui, elles, sont déjà pas loin du maximum de leur croissance. Et il y a des pôles relais dont fait partie Passy. Et nous, on bénéficiera davantage de surface à construire que ces villes-centres, par exemple. Voilà. Donc, c'est un gros travail, c'est passionnant, c'est beaucoup de temps. On a passé beaucoup d'heures avec les collègues élus du Pays du Mont-Blanc qui étaient porteurs, avec Stéphane Allard, avec François Barbier, François Paris, Georges Morin également, même si on n'était pas toujours d'accord, mais Georges était présent. Et hier, il a voté en faveur de ce document-là. Et puis, sous la présidence de Nicolas Évrard, le maire de Servoz, qui est aussi vice-président à la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, on a réussi quand même à emmener une bonne partie des collectivités. Donc, au Pays du Mont-Blanc, hier soir, le vote a été donné. Donc, c'est un avis favorable avec une bonne majorité. Donc, on était 29 hier soir. Il y avait 6 contre, notamment la commune de Saint-Gervais-les-Bains et de Megève. Mais sinon, on était une majorité pour le document en reconnaissant ses limites. Hein. Ce n'est pas une solution parfaite, on le redit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été façonné à notre main et on le fera forcément évoluer au cours des années. Alors, Jacques voulait poser une question. Vas-y, Jacques. Je vais juste changer ma casquette. Je vais prendre ma casquette de conseiller communautaire. Peut-être que nous n'y prêtons pas toujours attention, mais l'intercommunalité représente un enjeu crucial pour notre avenir. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter et à vous remercier, Monsieur le maire, pour votre vision collective et votre approche à long terme au service de notre communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Vous portez à bout de bras avec détermination et pugnacité de nombreux projets essentiels, l'environnement, la santé, le transport, l'aménagement du territoire. Un exercice parfois difficile et périlleux que vous accomplissez néanmoins avec beaucoup de respect envers vos collègues. Merci.
Bon, je peux te dire que merci. Merci Jacques. Bon, tu étais présent et puis tu t'impliques et tu suis ce qui se passe. C'est des dossiers techniques. C'est un travail de groupe, c'est important de le dire. Et là, il n'y a pas de majorité, de minorité, d'opposition. Mais voilà, merci. C'était compliqué des fois. Et puis ça le sera toujours parce que ça va nous obliger, c'est ce qui fait peur à certains maires, mais ça va nous obliger à discuter davantage par rapport aux grandes orientations. Et notamment Passy qui est extrêmement concerné, mais j'ai pris l'exemple de Sallanches hier soir, où on a beaucoup d'équipements intercommunaux sur notre territoire. Et demain, ça fera partie des discussions avec les collègues. On est commune support, mais il ne faudra pas qu'on ait les mêmes taux de répartition de certaines surfaces. Si demain, on a besoin d'agrandir la station d'épuration, on a besoin de faire une recyclerie, comme c'est prévu par la Comcom Pays du Mont-Blanc. Si demain, Sallanches, c'est ce que j'ai dit à Georges hier, a besoin, et il y aura forcément la nécessité d'agrandir la station d'épuration de Sallanches pour se mettre aux normes au même titre que celle de Passy, il faudra qu'on ait du foncier en plus. On parlait de l'hôpital. Et ça nous paraît tout à fait logique. Demain, il y a des projets d'agrandissement de l'hôpital et là, ils sont en train de reconstruire les RL. Ça nous semble légitime que nous, les communes qui profitons de l'hôpital, on donne un coup de pouce à Sallanches sur des surfaces pour un équipement qui nous concerne tous. Voilà. Donc voilà, c'est cette vision-là qu'on essaie de porter avec les collègues. Des fois, on n'est pas d'accord, mais ça n'empêche. Et puis, on espère qu'au fur et à mesure, on a échangé avec Catherine Julien hier, elle pense que ça va pas assez loin, que les outils sont peut-être pas assez coercitifs et les pressions foncières sur Megève sont différentes de Passy. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. D'autres le font, y arrivent, on devrait y arriver. Et puis, on a eu l'exemple d'intercommunalités où ils sont 400 dans des SCOT, notamment dans le Lot. Alors, c'est des petites communes, mais ils ont réussi à avoir des règles de gouvernance avec des enjeux différents, mais proches de Toulouse, donc avec quand même une pression foncière forte. Et ils ont travaillé longtemps et ils y sont arrivés. Donc, je pense qu'on n'est pas plus bête qu'eux. Mais ce qui est important, c'est de partager, au moins sur le diagnostic et la vision. Après, on a le droit de ne pas tous être d'accord, mais il faut au moins essayer, quoi. Bon, en tout cas, merci pour ton message. Ouais, vas-y Alain. Je peux juste rajouter, là, le document sur lequel on a voté hier, qu'on a arrêté, c'est le document, je dirais, initial de base. Mais il faut savoir quand même que, parallèlement, il y a toutes les personnes publiques associées qui sont consultées. Et il y aura une enquête publique où chaque citoyen pourra, après avoir consulté le dossier, faire ses remarques. Et à la fin, il y aura des synthèses qui seront faites avec des recommandations du commissaire enquêteur. Et il y aura des évolutions de ce document, des compléments qui seront ajoutés. Voilà. Donc, c'est pas la version définitive. On reviendra dessus. Et je pense que ce sera au cours de l'année prochaine, quoi. Et puis je précise, donc on a présenté ce document, le SCOT, qui était très attendu par les services de l'État. Donc en commission départementale, c'est des PNAF, des paysages, de l'aménagement et de la nature ou de l'agriculture, j'ai dû en oublier un. Là sont présents les agriculteurs, les différents acteurs, le milieu de l'environnement, les services de l'État. Donc c'est un document qui était très attendu. Je vous le dis, ça fait plus de 20 ans qu'il est attendu de la part des différents acteurs. Les agriculteurs notamment nous ont dit qu'on mettait pas assez en exergue les zones stratégiques agricoles. Elles sont présentes, mais ça se voit pas assez dans le document. Donc ça, c'est des choses qui vont être modifiées, bien entendu. On apportera les réponses. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas parfait. On n'a peut-être pas fait assez ressortir les réserves naturelles. Passy est concerné plus que d'autres parce qu'on a notre réserve partagée, donc Passy-Sixte, mais également avec les Aiguilles Rouges, dans le cadre du vallon de Villy, où on jouxte celle des Aiguilles Rouges et celle de Carlaveyron. Et les Contamines ont également une réserve naturelle. Donc c'est ce que j'ai dit à la préfète. Je ne pense pas qu'il y ait un SCOT sur le territoire qui ait autant de réserves naturelles que le nôtre, parce qu'il y a Sixte qui en a une de son côté. Donc on a Passy-Sixte et Sixte-Passy. Voilà, donc il y a des choses qui méritent d'être davantage mises en avant, corrigées. Et les services de l'État nous ont demandé de travailler notamment sur une répartition des surfaces par intercommunalité, qui n'est pas une obligation. Donc il faudra qu'on trouve une manière de calculer tout ça. Bon, voilà, ça sera enrichi et forcément complété. Et je commence à être long là. Ça sent bon les gâteaux crémiers. Il y a des questions là-dessus? Non, mais il n'y a pas de délibération à prendre. Donc, je vous ferai une petite présentation. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit synthétique au prochain conseil. Juste une info. Donc, vous avez vu que les quantités de neige qui sont tombées, c'est quasiment historique. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas vu autant de neige à la fin novembre. Donc, on a plus de 70 cm sur le parking de Plainview. On est quasiment à 80
ce matin, plus d'1,20 m sur le sommet des pistes. Donc on a damé une partie pour conserver et faire le fond. Juste pour vous dire que le forfait est en pré-vente, le forfait saison est en pré-vente jusqu'au 10 décembre. Mais je sais, j'ai fait afficher l'affiche. Et donc, j'ai fait afficher l'affiche. Donc, on a créé une campagne de communication donc, qui est pilotée par le service communication événements de la mairie de Passy, mais en partenariat avec l'Office du tourisme, bien entendu, la station. Donc, on a fait faire une communication dédiée avec cette affiche qu'on va mettre sur les différents supports et qu'on mettra en vente également, parce qu'on a tellement de retours positifs dessus. Donc, on la mettra en vente à l'office et puis aux caisses de Plainjou et également sur les points mairie. Voilà, pour mettre en avant la station. Faut savoir qu'il y a une petite nouveauté cette année, c'est que sur le forfait saison, dans le cadre des accords avec Domaine Ski de France, à l'époque, on avait droit à 3 journées dans une station proche à 50%. Comme Passy-Plainjou est une petite station, nous, on n'a que 50%. On a la gratuité sur des stations équivalentes. Donc, je pense que Cordon, ça marche, hein, sur des petites stations comme ça. Et bien là, cette année, ça passe à 5 demi-journées. Donc, ça vaut le coup pour ceux qui prennent l'abonnement saison. Donc, ça fait 5 journées à 50%. Donc, si vous en prenez une à Chamonix, au Brévent, à la Flégère, au Grand Montet, vous ne pouvez pas la prendre dans une des autres. C'est Chamonix global. Si vous en prenez une à Saint-Gervais, ça compte. Sur le Prince-sur-Arly, les Contamines, les Portes du Mont-Blanc. Voilà, donc ça fait 50%. Donc, quand on voit le prix de certains forfaits, ça vaut le coup quand même. Et puis, donc, prochain rendez-vous le 18 décembre pour le débat d'orientation budgétaire qu'on vous présentera avec Alain pour l'année 2026. Je vous remercie de votre attention. Et donc, il est 20h32, 35, 34 bientôt. Pourtant, j'ai mes lunettes. Donc, je déclare la séance fermée. Avec une réserve quand même sur la tenue du DOB. On va suivre l'actualité quand même nationale au niveau de l'élaboration du budget. On est dans l'incertitude la plus complète. Donc peut-être qu'on sera amené à décaler le DOB au mois de janvier. Par rapport à nos habitudes, on décalerait tout d'un mois et le vote du budget ne se ferait qu'en février. Mais on attend de voir un peu comment ça évolue. Bon, pour l'instant, ça évolue pas dans le bon sens, quoi. En tout cas, pas pour les collectivités, parce que là, on nous annonce des pertes de dotation qui sont colossales. Bon, allez, 19h35, séance clôturée. Je vous invite au verre de l'amitié et à déguster les bons gâteaux de Rémi.